Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur votre chaîne d'histoire Curious History. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un événement marquant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'attaque de Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941, les forces aéronavales japonaises lancent une attaque surprise contre la base navale de Pearl Harbor, située sur l'île d'Oahu à Hawaï. Cette offensive, autorisée par l'empereur Hirohito, avait pour objectif de détruire la flotte du Pacifique des États-Unis et d'affaiblir leur présence dans cette région du globe. Mais cette attaque n'était pas seulement militaire, elle répondait également aux sanctions économiques imposées par les États-Unis contre le Japon en raison de sa politique impérialiste. En réponse à cette offensive, l'Amérique entrera dans la guerre, un tournant décisif qui changera la face du conflit mondial. Nous allons également aborder plus en détail les conséquences de cette attaque, les pertes humaines et matérielles, ainsi que les réactions des États-Unis et du Japon. Mais avant de plonger dans la chronologie des événements, n'oubliez pas de liker cette vidéo si le sujet vous intéresse, et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Alors, êtes-vous prêts à découvrir l'un des moments les plus marquants de l'histoire moderne ? Alors c'est parti. Pendant l'ère Meiji, qui s'étend de 1868 à 1912, l'Empire du Japon entame une période de transformation profonde, cherchant à rattraper les puissances occidentales tant sur le plan économique, politique que militaire. Cette ambition s'accompagne d'une stratégie d'expansion territoriale en Asie orientale, visant à sécuriser l'approvisionnement du Japon en matières premières essentielles à son développement rapide. L'expansionnisme nippon se fait particulièrement sentir à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Il se traduit par l'annexion de plusieurs territoires, l'île de Formose en 1895, le sud de l'île de Sakhalin en 1905 et la Corée en 1910. Durant la Première Guerre mondiale, le Japon profite de la situation en s'emparant des possessions allemandes en Extrême-Orient et dans le Pacifique, ce qui lui permet également d'accroître ses parts de marché au détriment des Européens et des Américains présents dans la région. Cependant, après 1920, la dynamique économique du Japon commence à ralentir avec une hausse du chômage et des difficultés industrielles liées à la pénurie de matières premières et aux débouchés réduits. Dans l'entre-deux-guerres, le Japon se dote d'une marine de guerre moderne pour affirmer sa puissance. En parallèle, la Grande Dépression des années 30 affecte gravement son économie, exacerbant les tensions sociales et politiques. La crise économique ouvre la voie à une montée en puissance des nationalistes et des militaires, soutenus par l'ère Showa. En 1931, l'armée impériale japonaise envahit la Mandchourie, un territoire qu'elle transforme en l'état fantoche du Manchukuo. Peu à peu, le Japon étend son contrôle sur d'autres régions de la Chine, jusqu'à l'invasion totale du pays en 1937 à partir de Shanghai, bien que la guerre ne soit pas officiellement déclarée. À partir de ce contexte d'escalade des tensions entre le Japon et les États-Unis, il devient évident que la situation est sur le point d'atteindre un point de non-retour, marquant ainsi le début d'une nouvelle phase décisive dans les relations entre les deux nations. Les conquêtes territoriales du Japon en Asie orientale commencent à poser une menace directe pour les intérêts américains, ce qui conduit Washington à intervenir bien qu'il n'y ait pas encore d'affrontement militaire direct. En 1922, le traité de Washington limite le tonnage de la flotte japonaise, plaçant celle-ci au 3e rang mondial. Face aux pressions diplomatiques internationales après l'invasion de la Mandchourie, le Japon décide de quitter la Société des Nations en 1933, affirmant ainsi sa volonté d'agir seul. Dans les années suivantes, entre 1935 et 1937, les États-Unis adoptent une politique de non-intervention en promulguant une série de lois sur la neutralité, espérant ainsi éviter un conflit direct. En 1936, le Japon signe le pacte anti-Comintern, tandis qu'en 1937, le président américain Franklin Delano Roosevelt prononce son fameux discours de la quarantaine à Chicago, dans lequel il condamne les régimes dictatoriaux, y compris celui du Japon. L'année suivante, Roosevelt annonce un renforcement des dépenses militaires des États-Unis pour se préparer à la menace croissante dans le monde. En décembre 1937, au moment du massacre des Nankin, la tension entre les deux nations s'intensifie lorsque des avions japonais coulent la canonnière américaine Penei sur le Yangtze-Kiang. Bien que des excuses soient obtenues, l'incident fait monter la pression et en 1939, Washington met fin au traité de commerce signé en 1911, amorçant ainsi un embargo commercial envers le Japon. En 1940, le Japon rejoint les puissances de l'Axe en signant le pacte tripartite. La même année, profitant de la défaite de la France et de l'affaiblissement du Royaume-Uni, Tokyo établit des bases militaires en Indochine française, ce qui mène à une offensive contre Langsun et un bombardement à Haiphong. L'année 1941 marque un tournant décisif dans les relations entre les deux pays. En mai, Washington soutient la Chine par un pré-bail, renforçant ainsi l'opposition au Japon.
En réponse à l'incapacité du Japon à se retirer de l'Indochine et de la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas imposent dès le 26 juillet 1941 un embargo total sur le pétrole et l'acier, ainsi que le gel des avoirs japonais sur le sol américain. Cela réduit les approvisionnements en pétrole du Japon de 90%, exacerbant ainsi la situation. Face à cette pression économique, le gouvernement japonais se rend compte qu'il doit rapidement trouver une solution pour échapper à la crise. Le 6 septembre 1941, la conférence impériale décide que le Japon engagera une guerre contre les États-Unis et le Royaume-Uni, à moins qu'un accord ne soit trouvé rapidement avec Washington. Ce compromis reflète les divergences internes au gouvernement japonais, où certains, comme le premier ministre Fumimaro Konoe, favorisent les négociations avec les États-Unis pour préserver la paix, tandis que d'autres, notamment les chefs militaires, poussent pour une guerre immédiate, estimant que plus tôt la guerre commence, plus vite elle pourra se terminer et que le Japon augmentera ses chances de victoire. La conférence du 6 septembre aboutit à un plan. Permettre aux diplomates de négocier pendant quelques semaines, tout en poursuivant les préparatifs militaires pour une guerre imminente. Si aucune issue pacifique n'est trouvée, la guerre deviendra inévitable. L'attaque de Pearl Harbor, bien qu'elle semble être un plan concerté avec l'Allemagne, est en réalité une initiative exclusivement japonaise, les Allemands ayant soutenu cette action dans la mesure où elle correspondait à leur intérêt. Le 16 octobre 1941, après avoir pris conscience de l'impasse dans les négociations avec les États-Unis, le Premier ministre Konoe démissionne, estimant qu'un nouvel accord avec Washington pourrait encore empêcher la guerre. Il cède sa place à un militaire, le général Hideki Tojo, qui, malgré sa position belliciste, s'engage, sous l'influence de l'empereur, à poursuivre les négociations dans l'espoir d'éviter la guerre. Cependant, malgré ses efforts pour préserver la paix, la nomination de Tojo marquera un tournant. Lors de la conférence impériale qui se tient du 23 octobre au 1er novembre, les options sont claires. Soit le Japon renonce à sa politique expansionniste et devient une puissance secondaire, soit il se lance dans une guerre incertaine, sachant que l'épuisement des ressources comme le pétrole et l'acier rendra la victoire difficile. Alors que le Japon continue de se préparer pour l'attaque, les négociations avec les États-Unis sont donc dans l'impasse. Le 3 novembre 1941, l'amiral Ozami Nagano présente le plan final de l'attaque contre Pearl Harbor à l'empereur Hirohito, qui l'approuve le 5 novembre. Le plan d'attaque est mis en œuvre immédiate, et le 1er décembre, l'empereur approuve officiellement la guerre entre les États-Unis et leurs alliés, après avoir reçu des assurances concernant les chances de succès de l'opération. Alors que le Japon se prépare activement sur le plan militaire, les États-Unis, eux, font face à des défis internes qui retardent leur entrée en guerre. Au XIXe siècle, le Japon entame un processus de modernisation de sa puissance militaire, renforçant considérablement ses capacités. Pour répondre à la hausse du chômage causée par la Grande Dépression, le gouvernement japonais investit massivement dans des commandes d'armement. Cette politique entraîne une forte augmentation des dépenses militaires. En 1941, le Japon dispose ainsi d'une flotte impressionnante comprenant une quinzaine de cuirassés, une quinzaine de porte-avions, 50 croiseurs, 110 destroyers, 80 sous-marins et environ 1350 avions. Le pays compte également 73 millions d'habitants, animés par un profond sentiment patriotique et un esprit de sacrifice. Les militaires japonais croient fermement en la supériorité de leur armée et peuvent compter sur le soutien de l'Allemagne en cas de représailles de la part des États-Unis. En revanche, en 1941, les États-Unis ne sont pas prêts à entrer en guerre. Bien que le pays soit une grande puissance démographique et industrielle, son potentiel de production n'est pas encore pleinement exploité. Leur aviation, bien que disposant de milliers d'avions, inclut encore de nombreux modèles obsolètes. De plus, l'opinion publique américaine n'est pas favorable à une entrée en guerre. Les cicatrices de la Première Guerre mondiale sont encore fraîches, et beaucoup de soldats américains tombés en Europe n'ont pas été remplacés. En outre, les créances non remboursées par les pays belligérants et le sentiment isolationniste rendent la guerre impopulaire. Le président Franklin Delano Roosevelt, soucieux de ne pas diviser les Américains d'origine allemande, italienne et japonaise, fait face à une pression croissante de la part du comité pacifiste America First, désireux de maintenir les États-Unis à l'écart du conflit. Cependant, en janvier 1941, Roosevelt s'engage auprès de Winston Churchill à ce que les États-Unis interviennent d'abord contre l'Allemagne nazie et non contre le Japon. Afin de soulager le Royaume-Uni dans la guerre de l'Atlantique, 3 cuirassés, un porte-avions, 4 croiseurs et 2 flottilles de destroyers sont envoyés de la flotte du Pacifique vers l'Atlantique, affaiblissant ainsi la présence américaine dans le Pacifique et laissant à la marine japonaise une supériorité numérique temporaire dans la région. Alors que le Japon renforce sa puissance militaire et prépare ses actions, la situation à Pearl Harbor, base stratégique de l'US Navy, devient un point crucial de tension. Pearl Harbor est la plus grande base navale américaine dans l'océan Pacifique. Elle est située sur la côte sud de l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï, à environ 15 km à l'ouest de Honolulu. Relativement isolée, elle se trouve à 3500 km de Los Angeles et à 6500 km de Tokyo, ce qui la rend vulnérable aux attaques surprises.
L'île d'Oahu, la plus peuplée de l'archipel hawaïen, se situe sur la route stratégique reliant les bases américaines de Guam, Wake et Midway. Avant le début de la Seconde Guerre mondiale, la population japonaise à Hawaï est estimée entre 140 000 et 180 000 habitants. La base navale, elle, s'étend autour d'une rade peu profonde, l'entrée de cette rade étant protégée par un chenal étroit de seulement 400 mètres de large. La majorité des navires de guerre mouillent à l'intérieur de cette rade, principalement à l'est et au nord de l'île de Ford, tandis que 3 autres navires sont amarrés à l'ouest. Les navires de guerre sont amarrés 2 par 2, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi en raison du manque d'espace disponible. En décembre 1941, la flotte de guerre américaine du Pacifique est composée de la Battle Force, de la Scouting Force, de la Base Force et de l'Amphibious Force. Le dimanche 7 décembre, 86 unités sont stationnées à Pearl Harbor, dont 28 destroyers, 9 croiseurs, 8 cuirassés, 4 sous-marins, un cuirassé cible et une trentaine de bâtiments auxiliaires. En tout, environ 25 000 hommes sont présents sur la base, et l'île abrite aussi plus de 300 avions et hydravions de l'USAF, ainsi que de l'aéronaval. Les forces terrestres sont sous le commandement du général Walter Short, tandis que la flotte du Pacifique est dirigée par l'amiral Husband Kimmel. La défense de la base, de ses installations et de ses ateliers de réparation est assurée par la DCA, les défenses littorales, et 35 B-17. Comme nous l'avons vu, dans le cadre de son expansion impérialiste, le Japon planifie une attaque décisive sur cet endroit, visant à détruire la présence militaire américaine dans le Pacifique. L'objectif principal de l'attaque contre Pearl Harbor est donc de détruire la flotte américaine stationnée sur place, afin de faciliter la conquête de l'Asie du Sud-Est et des îles du Pacifique. Cette offensive vise également à contraindre les forces américaines à se replier vers les bases californiennes. Par ailleurs, l'attaque doit réduire en cendres les infrastructures stratégiques telles que les docks, les ateliers de réparation, les réserves de mazout essentielles pour la flotte, ainsi que les aérodromes de Wheeler Army Airfield et de Hickam Air Force Base. En outre, le Japon cherche à effacer l'humiliation des sanctions économiques imposées par Washington en détruisant sa plus forte base. Les préparatifs de cette offensive sont confiés au commandant en chef de la flotte impériale Isoroku Yamamoto. Pour mieux comprendre la préparation minutieuse de l'attaque de Pearl Harbor, il est essentiel de se pencher sur la stratégie et les difficultés rencontrées par le Japon avant de lancer une telle offensive. Approuvé officiellement le 5 novembre 1941 par l'empereur Hirohito, le plan d'attaque de Pearl Harbor a été conçu dès le début de l'année 1941. Cependant, la mise en œuvre de ce plan n'a pas été sans obstacle. En effet, l'isolement relatif d'Hawaï rendait impossible l'utilisation de navires de guerre traditionnels, tandis que les eaux peu profondes de la rade de Pearl Harbor excluaient l'utilisation de torpilles classiques. La stratégie japonaise a été inspirée par 2 célèbres batailles maritimes. La première, l'attaque surprise de l'amiral Eachiro Togo contre la flotte russe à Port Arthur en 1904, et la seconde, l'attaque aérienne contre la flotte italienne à Tarente en 1940, menée par l'amiral britannique Andrew Cunningham. Ces modèles ont conduit à l'adoption du principe de Kantai Kenzen, où une bataille décisive devait décider de la victoire en alignant surprise et audace tactique. Afin de perfectionner cette approche dans le Pacifique, Yamamoto a envoyé des experts au sein de la marine italienne qui leur ont fourni des informations cruciales sur l'utilisation des torpilles dans des opérations similaires. De plus, les exercices militaires menés par l'amiral américain Harry Yarnell en 1932 avaient déjà mis en évidence les vulnérabilités de Pearl Harbor face à une attaque par le nord-ouest, un point que les Japonais ont pris en compte dans leur plan. Le plan d'attaque, cependant, n'a pas été accueilli sans réticence au sein même de la hiérarchie japonaise. L'amiral Nagano, notamment, considérait l'opération comme risquée et l'empereur Hirohito lui-même ne souhaitait pas que l'attaque soit lancée sans une déclaration de guerre au préalable. Pour faire accepter son plan, Yamamoto a même menacé de démissionner, ce qui a permis de convaincre les autorités militaires en octobre 1941. Pour que l'attaque soit couronnée de succès, elle devait être planifiée dans le plus grand secret. Les Japonais ont ainsi conçu des torpilles spéciales pour naviguer dans les eaux peu profondes de Pearl Harbor et des bombes capables de percer les coques des navires. La collecte de renseignements a joué un rôle décisif dans la planification de l'attaque. Un espion japonais a été envoyé à Hawaï sous couverture diplomatique. Grâce à lui, les Japonais ont pu déterminer que la flotte américaine serait vulnérable un dimanche, lorsque la plupart des équipages ne seraient pas complets et que la base serait en mode repos. En novembre 1941, l'amiral Nagano a exposé en détail le plan à Hirohito et le 5 novembre, l'empereur a officiellement approuvé l'attaque, marquant ainsi la dernière étape avant l'exécution de l'opération. Pour mieux comprendre les derniers préparatifs avant l'attaque de Pearl Harbor, il est nécessaire de se pencher sur les déplacements secrets de la flotte japonaise et la coordination entre les forces impériales. Le 14 novembre 1941, la flotte combinée du Japon, comprenant la force de choc et son aérosystème, se regroupe dans la baie d'Itokapu
située au sud des îles Kuriles. Cette flotte impressionnante, sous le commandement de l'amiral Isoroku Yamamoto, comprend 6 porte-avions, accompagnés de plus de 400 avions. À cela s'ajoutent des sous-marins de reconnaissance et des croiseurs légers. Une flotte de ravitaillement en carburant accompagne également l'expédition pour garantir l'autonomie de cette force de frappe impressionnante. Le 26 novembre, alors même que des pourparlers sont toujours en cours entre les États-Unis et le Japon, la marine impériale japonaise quitte secrètement le Japon en empruntant une route peu fréquentée par le nord. Le 1er décembre, le Japon franchit un nouveau cap lorsque Hirohito approuve en conférence impériale la guerre de la Grande Asie orientale et donne son feu vert pour le bombardement de Pearl Harbor. Le 2 décembre, bien que des négociations continuent entre les deux nations, l'ordre d'attaque est officiellement donné à la flotte japonaise. Le 6 décembre, alors qu'elle se trouve à 370 km de Pearl Harbor, la flotte reçoit un signal d'attaque codé, escalader le mont Nitaka, marquant ainsi la préparation finale à l'offensive surprise. La situation diplomatique entre le Japon et les États-Unis s'intensifie à l'approche de l'attaque de Pearl Harbor, les négociations bloquées ne faisant qu'exacerber les tensions. Les pourparlers, redémarrés en novembre 1941, semblent sans issue. Le Japon exige la fin du soutien américain à la Chine, tandis que les États-Unis demandent le retrait des troupes japonaises du pays. Le 6 décembre 1941, dans une tentative de relancer les négociations, le président Franklin Roosevelt transmet un télégramme à l'empereur Hirohito. Dans le même temps, le ministre des Affaires étrangères japonais envoie un message codé en 14 points à ses diplomates et à l'ambassadeur Kichisaburo Nomura à Washington. Ce texte, signifiant la rupture des relations diplomatiques, doit être remis au secrétaire d'État américain le lendemain à 13h, soit à 7h30 heure locale d'Hawaï. Cependant, en raison de retard dans le décryptage, le message n'est pas remis à temps. Les services de renseignement américains, qui parviennent à décoder presque entièrement le message, sont alarmés, bien qu'ils ne puissent déchiffrer que la déclaration de guerre, le dernier point du mémorandum. Le 7 décembre à 11h58 heure de Washington, soit à 6h28 à Hawaï, le général George Marshall prend connaissance de l'alerte, et bien que préoccupé par le contenu du message, il suspecte qu'une attaque soit imminente. Un télégramme d'alerte est alors envoyé aux bases américaines, notamment à Pearl Harbor. Malheureusement, des défaillances techniques retardent l'alerte qui n'arrivera à Hawaï que plusieurs heures après le début des bombardements. Alors que l'attaque de Pearl Harbor se profile, plusieurs stratégies ont été envisagées par les hauts responsables militaires japonais, notamment une offensive en 3 vagues. Cependant, le vice-amiral Chuichui Nagumo décide finalement de n'en retenir que 2, réduisant ainsi le nombre d'avions engagés dans l'attaque. Au total, 350 avions seront déployés dans l'opération, dont 91 serviront à la protection des porte-avions et des navires. La préparation de l'attaque commence dans la nuit du 6 au 7 décembre, profitant de l'obscurité pour réduire les risques d'être détectés, ce qui permet d'accélérer la progression des forces japonaises. Simultanément, l'attaque sur la Malaisie se déroule, mais elle se situe de l'autre côté de la ligne de changement de date, ce qui fait que l'opération a lieu exactement au même moment, marquant ainsi le début de l'offensive japonaise dans le Pacifique. La progression de l'attaque de Pearl Harbor commence dans la nuit, lorsque vers minuit, les sous-marins de haute mer lancent 5 sous-marins de poche qui se dirigent en direction de l'île d'Oahu. À 3h58, le dragueur de mine USS Condor détecte la présence d'un sous-marin dans la rade de Pearl Harbor et en informe le destroyer USS Ward qui commence à le rechercher sans succès, l'intrus ayant rapidement disparu. L'amirauté de Pearl Harbor ne réagit pas en donnant l'alerte. Cependant, à 6h37, le Ward repère un autre sous-marin, probablement un agent de renseignement pour la flotte japonaise, et parvient à le détruire, marquant un des premiers engagements militaires avant l'attaque principale. La première vague d'attaque, constituée de 183 avions, sous le commandement du capitaine de frégate Michuo Fuchida, décolle entre 6h et 7h15. Bien que la présence des avions japonais soit détectée à 7h par 2 soldats américains à la station radar d'Opaha Point, ces informations ne sont pas prises au sérieux car l'officier de service, le lieutenant Kermit A. Tyler, les interprète comme un groupe de B-17 en transit vers les Philippines. Vers 7h30, le premier avion japonais survole la base et envoie le signal Pearl Harbor d'or. À 7h40, les premiers avions attaquent la base américaine, les torpilleurs volant à basse altitude et les bombardiers à haute altitude. À 7h53, les premières bombes sont larguées et les avions se forment en attaque. Le contre-amiral Patrick Bellinger donne alors l'alerte. Mais les sous-marins Koyoteki ont déjà torpillé plusieurs navires américains. Le seul survivant de ces sous-marins, Kazuo Sakamaki, sera capturé, devenant le premier prisonnier de guerre japonais. La première attaque cible principalement les navires et installations à l'est de la rade en utilisant la surprise initiale pour maximiser les dégâts. Les bombardiers ouvrent l'attaque, suivis des avions de chasse pour prévenir toute riposte. La seconde vague d'attaque devait initialement être constituée de 171 appareils, mais des problèmes mécaniques ont empêché 2 D3A1 de décoller et forcé 3 autres appareils à faire demi-tour, dont un D3A1 et 2 0. En raison de la DCA désormais en alerte, les avions torpilleurs ont été écartés de cette seconde offensive.
À 8h30, la seconde force de frappe de 167 appareils, dirigée par le lieutenant-commandant Shingekazu Shimazaki, vise le flanc gauche de la base. L'une des unités attaquera la base de Kaneohe située à l'est de Pearl Harbor. Pendant cette seconde vague, un sous-marin de poche est repéré en surface et pris pour cible par un Curtiss avant d'être coulé par le destroyer USS Monaghan. La seconde vague se terminera à 9h45. Après l'attaque, des avions survolent à nouveau le site pour inspecter les dommages et faire un rapport. Il est probable que le B-5N2 de Fujida ait été le dernier à quitter la zone, prenant des photos et surveillant le retour des appareils vers les porte-avions japonais. Au matin du 7 décembre, côté américain, les explosions réveillent brutalement les hommes présents à bord des navires. Le fameux message « Air Raids Pearl Harbor, this is not a drill », attaque aérienne sur Pearl Harbor, ceci n'est pas un exercice, fut prononcé par le commandant Logan Ramsey à 7h58, seulement 5 minutes après les premières explosions. L'amiral Husband Kimmel alerta Washington peu de temps après le début des frappes. Malgré un manque de préparation et la panique générale qui s'empara de la base, plusieurs militaires se distinguèrent par leur courage au cours de l'attaque. Isaac C. Kidd et le capitaine Franklin Van Valkenburg se précipitèrent sur le pont de l'USS Arizona pour organiser la défense. Malheureusement, ils furent tués par l'explosion d'un dépôt d'armement situé à proximité. À titre posthume, les deux hommes reçurent la médaille d'honneur. De son côté, l'enseigne de vaisseau John Tussing Jr. dirigeait l'artillerie antiaérienne de l'USS Nevada. Bien qu'il fût gravement blessé, il persévérera dans ses fonctions jusqu'à la fin de la guerre. En raison de l'absence du commandant sur l'USS Indiana, le lieutenant-commandant F.J. Thomas prit le commandement du navire, assurant l'appareillage et parvint à manœuvrer le vaisseau jusqu'à ce qu'il s'échoue à 9h10. Un autre destroyer, l'USS Elwyn, fit face à la même situation avec à son bord uniquement 4 officiers jeunes et inexpérimentés. Le capitaine Mervyn Bennion, commandant de l'USS West Virginia, continua de diriger son équipage avec détermination jusqu'à ce qu'il soit tué par des éclats de bombes. Quant aux premières victimes de l'attaque aérienne, elles se trouvèrent à bord du sous-marin USS Taitog, qui en retour abattit le premier avion japonais. Une figure notable de cette journée fut Doris dit Dory Miller, un Afro-Américain servant comme cuisinier à bord de l'USS West Virginia. Il utilisa une mitrailleuse anti-aérienne pour abattre plusieurs avions japonais, malgré les bombardements qui frappaient son navire. Pour son courage, Miller reçut la Navy Cross. Au total, 14 marins et officiers furent décorés de la médaille d'honneur pour leur action pendant l'attaque. Dans le ciel, la seule véritable opposition vient de quelques Curtiss P-36 Hawk et Curtiss P-40 Warhawk qui effectuèrent 25 sorties pour tenter de riposter, soutenus par les défenses anti-aériennes. Parallèlement, des avions furent envoyés en reconnaissance pour repérer la flotte japonaise, mais cette mission échoua, les assaillants restant invisibles jusqu'à la fin de l'attaque. De retour côté japonais, certains officiers pressèrent l'amiral Nagumo de lancer une troisième attaque afin d'anéantir les dépôts de carburant de Pearl Harbor une bonne fois pour toutes. Certains historiens ont suggéré que la destruction des réserves de carburant et des équipements de réparation aurait fortement handicapé la flotte du Pacifique, bien plus que la perte des navires de ligne. Cependant, Nagumo décida de renoncer à une troisième attaque pour plusieurs raisons. En premier lieu, les défenses antiaériennes eurent plus de succès au cours de la deuxième vague, et celles-ci occasionnèrent les 2/3 des pertes japonaises. L'effet de surprise ayant disparu, une troisième vague risquait d'accroître les pertes japonaises. Ensuite, la préparation d'une troisième attaque aurait pris beaucoup trop de temps, laissant aux Américains la possibilité d'attaquer les forces de Nagumo qui se trouvaient à moins de 400 km au nord d'Oahu. L'armada japonaise pouvait ainsi être rapidement localisée et prise en chasse par les sous-marins américains. En outre, les Japonais ignoraient toujours la position exacte des porte-avions américains et avaient déjà atteint la limite de leur capacité logistique. Rester plus longtemps en mer risquait de provoquer un manque de carburant compromettant la mission. La deuxième vague avait déjà atteint l'objectif initial de la mission, à savoir neutraliser la flotte américaine du Pacifique. On se souvient que les autorités japonaises avaient été réticentes à entreprendre cette opération en raison de ses risques élevés. Ainsi, l'expédition devait s'arrêter là, et il était temps de repartir. D'autant plus que le Japon avait d'autres objectifs stratégiques dans le sud-est asiatique, ce qui rendait la nécessité de poursuivre la campagne ailleurs impérative. L'attaque de Pearl Harbor, bien que marquante et dévastatrice, laissait derrière elle des incertitudes sur l'avenir immédiat, mais aussi sur la capacité du Japon à mener une guerre prolongée dans le Pacifique. Le bilan humain de l'attaque fut extrêmement lourd. 2403 Américains perdirent la vie, et 1178 furent blessés. Parmi les victimes, les pertes étaient réparties entre les différentes branches de l'armée. L'US Army compta 218 morts et 364 blessés. L'US Navy déplora 2008 morts et 710 blessés, et l'US Marine Corps a eu à déplorer 109 morts et 69 blessés. Les civils de l'île d'Oahu furent également touchés avec 68 tués et 35 blessés, principalement en raison des bombes et des éclats de bombes tombés sur les zones résidentielles, notamment jusqu'à Honolulu.
Près de la moitié des pertes humaines américaines, soit 1177 hommes, furent provoquées par l'explosion et le naufrage de l'USS Arizona. Cette tragédie se produisit lorsque le cuirassé fut frappé par une bombe de 800 kg larguée par le pilote japonais Tadashi Kuzumi. La bombe, après avoir traversé un blindage du pont plus fin, atterrit dans la soute à munitions du navire, provoquant une explosion dévastatrice. La coque de l'USS Arizona, aujourd'hui un mémorial, continue d'ailleurs de fuir du carburant plus de 70 ans après l'attaque. Les cuirassés de la flotte américaine stationnés dans la rade de Pearl Harbor furent principalement visés lors de l'attaque. L'USS Nevada fut gravement endommagé par une torpille et un incendie, et il dut se mettre en mouvement pour éviter d'être submergé, ce qui le conduisit à s'échouer dans la rade. L'USS California, quant à lui, reçut 2 torpilles et 2 bombes, entraînant l'évacuation de l'équipage avant qu'il ne soit renfloué. L'USS Utah, plus vieux et utilisé comme cible de bombardement, fut frappé par 2 torpilles et coulé. L'USS Oklahoma subit le pire sort en étant frappé par 5 torpilles, ce qui entraîna son chavirement. D'autres cuirassés comme l'USS Maryland et l'USS Pennsylvania furent eux aussi touchés par des bombes, mais leurs dégâts furent moins graves. Outre les cuirassés, les Japonais ne négligèrent pas d'autres cibles. Le croiseur léger USS Helena fut torpillé et cette explosion provoqua le chavirement du mouilleur de mines USS Oglala. 2 destroyers en cale sèche furent également détruits, après que les bombes touchèrent leur réservoir de carburant, ce qui déclencha des incendies sur plusieurs navires adjacents. L'USS Raleigh fut également endommagé par une torpille, mais continua de fonctionner pendant tout le long de la bataille. D'autres navires, tels que l'USS Katzin et l'USS Downes, furent également sévèrement endommagés. Le bateau de réparation USS Vestal, stationné à côté de l'USS Arizona, fut complètement ravagé par les flammes jusqu'à sombrer lui aussi. Le navire ravitailleur USS Curtis subit des dégâts similaires. L'attaque a également eu des conséquences dramatiques pour l'aviation de la base. La quasi-totalité des 188 avions américains stationnés à Hawaï furent détruits ou endommagés. La plupart de ces avions étaient stationnés aile contre aile pour éviter les sabotages, ce qui les rendait cependant particulièrement vulnérables à l'attaque. En tout, 155 avions furent pris pour cible, les Japonais les détruisant rapidement au sol. L'aéronaval perdit 13 chasseurs, 67 bombardiers et de nombreux autres appareils dont des forteresses volantes. En outre, des tirs amis touchèrent plusieurs avions américains qui tentaient de décoller pour défendre la base. Les forces aériennes de l'armée de terre subirent également des pertes importantes. 12 bombardiers B-18, 20 A-9, 2 A-20, 4 P-26, 20 P-36 et 32 P-40 furent soit détruits ou soit gravement endommagés. Ce fut un coup dur pour les Américains, dont la majorité des avions n'avaient même pas eu le temps de décoller face à l'attaque surprise, qui laissa très peu de place à la riposte. Cependant, l'armée japonaise s'en retourna sans qu'aucun porte-avions américain ne fût détruit, car ces derniers ne se trouvaient pas à Pearl Harbor, comme évoqué plus tôt. L'USS Enterprise, qui rentrait au port, se trouvait à 300 km de la base au début de l'attaque. 6 des 18 SBD et Dauntless qui l'avaient fait décoller à 6h20 en direction d'Hawaï furent détruits. L'USS Lexington livrait des avions aux îles Midway, et l'USS Saratoga, quant à lui, se trouvait à San Diego pour embarquer son groupe aérien après une période d'entretien et de réparation. D'autre part, presque tous les navires touchés étaient de vieux bâtiments. 80% d'entre eux furent remis en état et modernisés après l'attaque. Les destroyers Cassin et Downes furent gravement endommagés, mais leurs machines furent sauvées et équipèrent d'autres bâtiments portant leur nom d'origine. Les pertes matérielles les plus graves furent celles des 155 avions et les dégâts dans la base. Finalement, bien que l'attaque japonaise sur Pearl Harbor ait été une brillante réussite tactique, elle fut un échec stratégique. Malgré les lourdes pertes, la base resta opérationnelle. Avec ses infrastructures essentielles comme le port, les pistes, les réservoirs de carburant et les ateliers de réparation qui n'ont pas été détruits ou furent seulement marginalement endommagés. Contrainte de se battre sans cuirassés, la marine américaine développa par la suite de nouvelles tactiques navales reposant sur des task force combinant des porte-avions et des sous-marins. Ces nouvelles méthodes s'inspiraient de la stratégie japonaise utilisée à Pearl Harbor et permirent de freiner l'avancée japonaise en 1942, offrant un répit que l'amiral Yamamoto estimait avoir donné au Japon avant que la capacité industrielle démultipliée des États-Unis ne leur procure une supériorité écrasante. Paradoxalement, la doctrine navale japonaise à ce moment-là continuait de considérer les cuirassés comme les navires les plus importants. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor eut des conséquences immédiates et dramatiques pour les États-Unis. Le président Roosevelt, pris au dépourvu mais déterminé, s'engagea sans hésiter dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés. Les Japonais avaient certes formulé une déclaration de guerre, mais celle-ci arriva trop tard, après que l'attaque dévastatrice ait déjà eu lieu. Le 8 décembre 1941, Roosevelt s'adressa au Congrès pour déclarer la guerre au Japon, marquant ainsi un tournant décisif dans l'implication des États-Unis dans le conflit mondial. Il déclara « Hier, 7 décembre 1941, une date qui restera à jamais marquée dans l'histoire comme un jour d'infamie.
Les États-Unis d'Amérique ont été attaqués délibérément par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. Les États-Unis étaient en paix avec le Japon et étaient même, à la demande de ce pays, en pourparlers avec son gouvernement et son empereur sur les conditions du maintien de la paix dans le Pacifique. Qui plus est, 1 heure après que les armées nippones eurent commencé à bombarder Oahu, un représentant de l'ambassade du Japon aux États-Unis a fait au secrétariat d'Amérique une réponse officielle à un récent message américain. Cette réponse semblait prouver la poursuite des négociations diplomatiques, elle ne contenait ni menaces ni déclaration de guerre. J'ai demandé que le Congrès déclare depuis l'attaque perpétrée par le Japon dimanche 7 décembre, l'état de guerre contre le Japon. À la quasi-unanimité, le Congrès américain déclara la guerre au Japon. Seule la pacifiste Janet Rankin, députée républicaine du Montana, s'opposa à cette décision. Roosevelt signa la déclaration le jour même, marquant un engagement clair des États-Unis dans la guerre. Simultanément, le pays élargit sa mobilisation avec la loi sur la conscription du 20 décembre 1941, impliquant tous les Américains entre 20 et 40 ans dans l'effort de guerre. Le 22 décembre 1941, la conférence Arcadia se tint, où Winston Churchill et Roosevelt décidèrent d'unir leurs forces contre l'Allemagne nazie. La Déclaration des Nations Unies, signée le 1er janvier 1942, prévoyait également la création de l'ONU, un pas décisif vers une coopération mondiale accrue. Les États-Unis commencèrent à convertir leur économie pour répondre aux besoins de la guerre, entamant ainsi ce qu'on appela le programme de la victoire dès le 6 janvier 1942. Cela marquait clairement un tournant dans la mondialisation du conflit. Le lendemain, 9 décembre, le Royaume-Uni déclarait la guerre au Japon et Winston Churchill écrivit plus tard dans ses mémoires. Aucun Américain ne m'en voudra de proclamer que j'éprouvais la grande joie à avoir les États-Unis à nos côtés. Je ne pouvais prévoir le déroulement des événements, je ne prétends pas avoir mesuré avec précision la puissance guerrière du Japon, mais je compris que dès cet instant, la Grande République américaine était en guerre jusqu'au cou et à mort. Nous avions donc vaincu, enfin. Dans les heures qui suivirent l'attaque de Pearl Harbor, le Royaume-Uni, suivi de son empire colonial dont le Canada, l'Australie et l'Afrique du Sud, entrèrent donc en guerre contre le Japon. L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, alliés du Japon dans le cadre du pacte tripartite, déclarèrent également la guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941, 4 jours après l'attaque. La détérioration des relations entre les États-Unis et les pays européens de l'Axe depuis 1937 avait rendu cette déclaration inévitable. Dans les heures suivant l'attaque de Pearl Harbor, le Japon lança également plusieurs offensives contre les colonies et bases militaires britanniques et américaines en Asie et dans le Pacifique. Les cibles comprenaient la Malaisie, Hong Kong, Guam et l'archipel de Wake. Peu après l'attaque, les bombardiers de la 11e flotte aérienne japonaise se tournèrent vers la 7e flotte de l'Air Force américaine, basée aux Philippines, et la force Z britannique. Ces attaques permettaient d'ouvrir la voie à la prise des premiers objectifs prioritaires pour l'Empire du Soleil Levant. Le 16 décembre 1941, les forces nippones contrôlaient déjà le nord de l'île de Bornéo. Hong Kong capitula le 25 décembre 1941 et Singapour tomba en janvier 1942, marquant ainsi une série de victoires décisives pour le Japon dans le Pacifique. L'attaque de Pearl Harbor eut un impact profond, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le tissu social et politique des États-Unis. Les photographies des bâtiments en flammes et des destructions à Pearl Harbor suscitèrent une émotion considérable à travers le monde. L'attaque japonaise galvanisa la nation américaine et l'unit autour d'un objectif commun, la capitulation de l'Empire du Soleil Levant. Le comité pacifiste America First, qui s'opposait à l'entrée en guerre des États-Unis, décida de se dissoudre. Les adversaires politiques de Roosevelt cessèrent également leur attaque pour se concentrer sur l'effort de guerre. Cependant, la nation ne fut pas unie de manière homogène. Le sentiment de trahison et la peur du sabotage ou d'espionnage engendrèrent une méfiance croissante envers les Japonais vivant sur le sol américain, en particulier ceux d'origine japonaise. Le général John DeWitt et le secrétaire à la marine Frank Knox évoquèrent la possibilité d'une 5e colonne au sein des États-Unis, alimentant ainsi la suspicion à l'égard des Américains d'origine japonaise. Dans les jours suivant l'attaque, des rumeurs se répandirent. Il fut dit que des ouvriers nippons sur l'île d'Hawaï avaient coupé des champs de canne à sucre pour former des flèches indiquant le chemin vers Pearl Harbor. D'autres rumeurs suggérèrent que le président Roosevelt et le général Marshall auraient été au courant de l'attaque avant qu'elle ne se produise. Enfin, la crainte d'un débarquement japonais à la suite de l'attaque ajouta à la confusion générale qui régnait à Hawaï. C'est dans ce climat de suspicion et de peur que 110 000 Japonais et Américains d'origine japonaise furent rassemblés et surveillés dans des camps d'internement, les War Relocation Centers. L'ordre exécutif 90-66, signé par Roosevelt le 19 février 1942, concerna principalement l'ouest des États-Unis où résidait une importante population japonaise.
Des camps furent ouverts dans des régions isolées des États de Washington, de Californie et de l'Oregon afin de contrôler cette population perçue comme un risque potentiel. En revanche, les Japonais résidant à Hawaï ne furent pas internés, car l'armée et la marine américaine avaient besoin de leur main-d'œuvre pour soutenir l'effort de guerre. Certains Américains d'origine japonaise furent même incorporés dans l'armée américaine, notamment dans la 442e Regimental Combat Team, qui combattit en Europe à partir de 1943 et subit de lourdes pertes. En 1988, le Congrès des États-Unis présenta des excuses officielles pour ces arrestations arbitraires. Une loi fut votée, offrant des indemnités aux victimes encore vivantes des camps d'internement. Enfin, l'attaque de Pearl Harbor et ses conséquences peuvent également expliquer la détermination des États-Unis à utiliser les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki à la fin de la guerre. L'attaque de Pearl Harbor est toujours considérée par les Américains comme l'un des événements les plus importants de leur histoire. En effet, c'était la première fois depuis la guerre de 1812 que le sol américain était attaqué par un pays étranger. Ainsi, cet événement a marqué un tournant historique pour les États-Unis, renforçant leur sentiment d'unité nationale. 60 ans plus tard, des journalistes et personnalités politiques comparèrent les attentats du 11 septembre 2001 à l'attaque du 7 décembre 1941. En outre, les parallèles entre ces deux attaques, bien qu'éloignées dans le temps, ont suscité une réflexion sur les traumatismes collectifs et les conséquences géopolitiques majeures qu'elles ont entraînées. Par ailleurs, de nombreux films japonais et américains ont relaté cet épisode de la Seconde Guerre mondiale. À cet égard, le film Tant qu'il y aura des hommes, réalisé en 1953 par Fred Zinman, évoque la vie des militaires à Pearl Harbor, offrant ainsi une perspective poignante sur l'expérience humaine dans un contexte de guerre. D'autre part, le film Tora Tora Tora, réalisé par Richard Fletcher en 1970, donne une description assez réaliste des événements. Il est intéressant de noter qu'il prend à la fois le point de vue des Japonais et des Américains, permettant de mieux comprendre les deux côtés de l'attaque. Le film documente notamment la longue liste d'erreurs et d'accidents qui rendirent cette attaque si destructrice pour les forces américaines. En outre, le titre du film reprend le mot Tora qui signifie tigre. Il convient de préciser qu'il s'agit d'un message radio envoyé par Mitsuo Fujida, commandant de la mission. De plus, d'autres films ont contribué à cette exploration cinématographique de l'attaque, comme 1941, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1979. Ce film évoque le climat de panique après l'attaque, ajoutant une dimension dramatique et humoristique à l'événement. Enfin, dans Nimitz, Retour vers l'enfer de Don Taylor de 1980, un porte-avions nucléaire voyage dans le temps et se retrouve à Pearl Harbor la veille de l'attaque, ce qui permet d'imaginer une alternative historique où l'histoire aurait pu être changée. Pour conclure sur les adaptations de l'événement au cinéma, le film Pearl Harbor de 2001 de Michael Bay reprend des scènes de Tora Tora Tora, comme celle du cuisinier mitrailleur, ce qui montre l'importance de cet événement dans la culture populaire américaine, où il continue à fasciner et à nourrir l'imaginaire collectif. Afin de conclure cette vidéo, l'attaque de Pearl Harbor reste un moment crucial dans l'histoire mondiale, un événement qui a non seulement bouleversé le cours de la Seconde Guerre mondiale, mais qui continue de résonner dans la mémoire collective. Elle nous rappelle l'importance de la vigilance, de la préparation et de l'unité face aux menaces imprévues. Au-delà de l'aspect militaire et stratégique, cet affrontement symbolise la perte, le sacrifice et la résilience des peuples. Aujourd'hui, nous nous devons de nous souvenir des vies brisées, des sacrifices consentis, mais aussi des leçons tirées de cet épisode tragique. La mémoire de Pearl Harbor, tout comme celle d'autres événements historiques, est un héritage essentiel pour les générations futures. Elle nous incite à réfléchir, à comprendre les erreurs du passé afin de ne pas les répéter. C'est à travers cette mémoire que nous construisons un avenir plus éclairé et plus pacifique, où la coopération et la paix prévalent sur la guerre et la division. Nous avons la responsabilité de transmettre cette mémoire, d'honorer les victimes et de célébrer la détermination de ceux qui ont combattu pour un monde meilleur. Car tant que nous nous souvenons, nous pouvons espérer éviter les tragédies de demain et bâtir un avenir empreint de sagesse et de solidarité. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner sur la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Laissez un commentaire si vous avez des réflexions à partager sur le sujet, ou si vous souhaitez que nous abordions un autre aspect de notre histoire commune. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté dès la publication de nos nouvelles vidéos. Encore merci pour votre attention, et à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire de l'humanité.